Bonjour à tous, je m'appelle Safia Montagnier, je travaille pour la société Arkema. Je suis avec Jordan Lallemand qui travaille à la société Ondalis. Donc, nous travaillons en collaboration sur différents sujets, dont le sujet que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est donc trouver des stratégies de discrimination de polymères sur des procédés continus par spectroscopie proche infrarouge en ligne. Donc nous allons voir, je vais tout d'abord vous expliquer le contexte, puis la problématique que nous rencontrons, le matériel que nous utilisons, et ensuite je passerai le relais à Jordan pour parler donc des méthodes de discrimination que nous avons essayées, donc PLSDA classique, hiérarchique, 1 versus tous, et les résultats obtenus. Donc, comme je vous le disais, je travaille dans la société Arkema, plus précisément sur le site de Cerquigny, situé en Haute-Normandie, qui possède une usine et un centre de recherche. Donc, Arkema est un groupe chimique français qui est présent mondialement, donc dans 50 pays, qui embauche environ 19 000 salariés partout dans le monde et qui possède 136 sites industriels. Donc les produits que nous allons étudier ici sont l'élotril et l'élotadère. Donc l'élotril sont des copolymères éthylène et acrylate, donc acrylate de méthyle ou acrylate de butyl. Ce sont des produits faciles à mettre en œuvre et compatibles avec de nombreux autres polymères. Donc on les retrouve dans de nombreuses applications telles que la fabrication de câbles, de mélange-mètres ou des emballages multicouches, etc. Les lotadaires sont des terres-polymères, soit éthylène, acrylate, anhydride maléique ou éthylène, acrylate et métacrylate de glycidyle. Ces terres-polymères offrent une excellente adhérence sur de nombreux supports et sont également, comme l'élotril, compatibles avec un grand nombre de polymères. Donc on les retrouve en tant que liant de coextrusion dans l'industrie du conditionnement, par exemple, ou dans les revêtements de pipeline, de câbles, etc. Donc pour chaque produit, on a de nombreux grades, comme on peut le voir dans ces deux tableaux, avec différents taux de comonomères pour chaque. L'usine qui produit ces produits tourne en continu. Donc on a en général, les grades sont réalisés pendant 1 ou plusieurs jours. Donc on a des phases de transition entre deux grades. Donc, par exemple, ici, on a un produit qui a environ 20% d'acrylate de méthyle et on va vers un produit qui n'a pas d'acrylate de méthyle. Donc, la phase de transition dure en général entre 3 à 4 heures. L'objectif est donc qu'elle soit le plus courte possible et qu'on ait rapidement le produit visé dans les spécifications demandées, afin d'avoir donc un gain de temps et un gain de qualité, donc moins de pertes de produits. Donc les polymères sont caractérisés en ligne par un spectromètre proche infrarouge Bruker, donc qui mesure le taux d'acrylate, le taux de métacrylate de glycidyle et le taux d'anhydride maléique. Donc en fait on a les granulés qui arrivent directement de l'usine dans le laboratoire de contrôle à ce niveau-là. Donc les granulés tombent ici, puis passent dans une trémie et sont ensuite chauffés dans un four pour être transformés en film, où il y aura d'autres tests qui seront effectués dessus. Et donc le NIR est situé au niveau de cette trémie, dans la sonde NIR. Donc les modèles, on a pour quantifier ces produits, des modèles NIR quantitatifs qui sont performants et spécifiques à chaque famille de polymères. Donc en routine, pour que le bon modèle soit utilisé sur le bon produit, il faut soit que l'opérateur détermine quel type de transition est en cours,
soit que ce soit détecté qu'on détecte automatiquement quel type de polymère est en train de passer. Et donc pour cela, il faut mettre en place des méthodes de discrimination des polymères. Donc, je laisse la parole à Jordan. Donc l'objectif de cette étude, parmi les nombreuses problématiques qu'a Arkema sur le sujet, c'était de discriminer 7 classes de polymères donc correspondant à l'état stable, c'est-à-dire soit l'état final, soit l'état initial, soit l'état final de la transition, comme elle a montré par exemple dans une des diapos précédentes. Donc ces 7 classes, elles correspondent à l'éthylène pur, et ensuite on a aussi des lotadaires avec différentes molécules, donc lotadaire MAG, AM, ABU et AE. Et en lotrile, donc l'acrylate de méthyle et l'acrylate du butyl uniquement. Donc il y a 2 objectifs. Excusez-moi. Il y a 2 objectifs, c'est donc discriminer ces 7 classes, mais aussi de pouvoir être capable de visualiser la cinétique de transition. Les méthodes utilisées, donc là on ne va pas rentrer dans des méthodes très compliquées, ça va être de la PLSDA. L'importance que nous on a apportée, c'est en fait la stratégie adoptée pour utiliser cette méthode PLSDA. Donc la première approche qu'on a eue, c'était l'approche classique, donc je reviendrai un peu dessus après. Ensuite, on a envisagé une approche hiérarchique pour essayer d'améliorer les performances des discriminations. Et une troisième approche qui est l'approche 1 versus tous, dont je vais aussi brièvement parler, mais je ne présenterai pas les résultats parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc on s'est basé donc sur des modèles donc en étalonnage réalisé sur quelques spectres qui sont donc à l'état stable, donc des 7 classes qu'on souhaitait discriminer. Et on a optimisé en validation croisée. Une fois qu'on a obtenu nos modèles, on les a appliqués sur un jeu de tests externes totalement indépendants qui correspondent donc à des transitions complètes. Donc le modèle est fait uniquement sur des spectres à l'état stable, mais on les a appliqués à des transitions complètes qui ont été réalisées bien après les mesures d'étalonnage. Donc il y a aussi un décalage dans le temps, donc on a vraiment un jeu complètement indépendant. Donc juste un petit mot sur la PLSDA, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la méthode. On en a déjà entendu parler dans différentes présentations, notamment hier. Donc en fait, le principe de la PLSDA, c'est une analyse discriminante, mais qui utilise une méthode de régression que tout le monde connaît bien, qui est la PLS. Donc pour pouvoir faire cela sur des classes, on code en fait en disjonctif complet ces classes avec une colonne correspondant à chaque classe. Donc là on a nos 7 classes et on va remplir avec des 0 et des 1. Donc 0 si l'échantillon n'appartient pas à la classe et 1 s'il appartient à la classe. Et ensuite on va réaliser un modèle de type PLS2. Alors ça c'est l'approche classique sur cette matrice codée en disjonctif complet. Ensuite, on a l'approche hiérarchique. Donc, en fait, le principe de cette approche-là, qui a donc de 2 avantages par rapport à l'utilisation classique de la PLSDA. Donc, la première idée, c'est de pouvoir essayer de mieux discriminer les classes qui sont les plus difficiles. Donc c'est surtout dans le cas où on a plusieurs classes à discriminer, donc là on en a 7, c'est quand même un nombre assez important. Ce genre d'approche peut être intéressant. Donc en fait l'idée c'est de partir à partir de nos 5 classes. C'est un exemple avec des classes A, B, C, D, E. De faire un premier modèle qui va essayer d'extraire la classe la plus évidente. Bon là par exemple ça pourrait être la classe B. Par rapport à toutes les autres classes. Donc on fait un premier modèle PLSDA, donc type PLS1 cette fois, on n'est plus du tout en PLS2, pour discriminer ces 2 classes. Ensuite, une fois qu'on a extrait la classe B, on ne l'utilise plus dans la suite du modèle. Donc on va se concentrer uniquement sur les classes A, C, D, E. Et là, par exemple, c'est un exemple, on va pouvoir par exemple faire 2 groupes, séparer dans un deuxième modèle les classes C et D, des classes A et E. Une fois que c'est fait, on va pouvoir, dans chacun de ces sous-groupes, séparer les classes individuelles.
Donc l'avantage de cette méthode, c'est donc de pouvoir en fin d'arbre essayer de discriminer les classes qui sont les plus difficiles à discriminer, parce qu'en fait on se retrouvera dans un modèle qui est beaucoup plus simple, parce qu'on a moins de variabilité sur toutes les classes qu'on aurait donc au départ. Un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir optimiser les modèles complètement de façon indépendante, parce qu'on va réaliser des modèles à chaque fois différents. Alors que l'approche classique, on va faire une PLS2 où on a un paramétrage, un pré-traitement, une sélection de longueur d'onde pour toutes nos classes. Et ce n'est pas forcément toujours très adapté. On a ensuite une méthode qui est un peu intermédiaire, c'est l'approche donc 1 versus tous. Donc dans ce cas-là, on va réaliser un modèle pour chacune des classes et on va essayer de séparer la classe A de toutes les autres classes, dans un premier modèle par exemple. Ensuite la classe B de toutes les autres, la classe C, etc. de toutes les autres. Donc dans ce cas-là, on va se retrouver avec autant de modèles qu'on a de classes. Mais il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas de hiérarchie. On va vraiment, quand on va avoir un nouvel échantillon, on va le prédire dans tous nos modèles. Voilà. Donc c'est un peu intermédiaire parce qu'on garde toute la complexité à chaque fois dans tous les modèles. Mais par contre, on garde l'avantage de pouvoir optimiser les modèles de façon indépendante. Donc pour les résultats, dans les résultats, je vais présenter uniquement l'approche classique et l'approche hiérarchique par manque de temps. Donc pour les résultats de l'approche classique, donc chaque graphique que vous voyez ici correspond aux prédictions en validation croisée de chacune de nos 7 classes. Donc on a 7 graphiques pour les 7 classes. Donc pour essayer de bien comprendre, on va prendre le cas idéal qu'on va retrouver ici. Donc où on a les prédictions donc en Y, en X on a juste le numéro d'échantillon. Et dans l'idéal, d'accord. Je vais accélérer. Dans l'idéal, on va se retrouver avec la classe en question qui est ici l'Otader Mag à 1 et toutes les autres à 0, puisque c'est ce qu'on avait codé au départ en matrice disjonctif complet. Le problème, c'est qu'on se retrouve ici avec une méthode qui est quantitative, donc on va avoir en réalité plus souvent ce genre de cas où on a des prédictions qui sont continues entre 0 et 1 et même parfois négatives. Voilà. Donc on voit ici que l'approche, elle marche plutôt bien sur certaines des classes, où on va vraiment discriminer, pardon, je n'ai pas précisé, la limite ici va nous permettre de dire si l'échantillon appartient à la classe ou n'y appartient pas. Et donc on voit qu'on a certaines difficultés, notamment avec le Lotader abus, et des confusions entre le Lotader AM et le Lotril AM, où vous voyez en fait les deux classes se retrouvent du même côté de la ligne de prédiction. Donc lorsqu'on teste sur une transition complète, donc ici c'est un exemple d'éthylène pur vers du Lotril-abus, vous avez les points noirs, ça correspond à notre transition de test, les points de couleur, ça correspond aux prédictions en étalonnage. Donc là, c'est un exemple qui fonctionne bien parce qu'on va effectivement détecter l'éthylène pur en début de transition. Et puis le Lotril-abus à la fin. Donc on voit la transition, on prédit bien les transitions parce qu'il s'agissait des modèles qui marchaient plutôt bien précédemment. En revanche, si on fait un test sur une transition d'un Lotril-abus vers un Lotader-abus, le Lotril-abus va être très bien détecté en début de transition. Par contre, le Lotader-abus, comme on avait vu, qui était difficilement discriminable, on va avoir du mal à détecter. On est vraiment à la limite ici du seuil qu'on peut observer ici. Donc pour cela, on a fait l'approche hiérarchique pour améliorer les résultats. Donc c'est un peu le même genre de graphique là ici pour les résultats en validation croisée que tout à l'heure, à l'exception près que en fait on a un ordre particulier dans les modèles. Et à chaque fois qu'on va faire une discrimination, par exemple ici le Lotader Mag, on ne va pas le retrouver dans le modèle d'après, parce qu'on l'a déjà discriminé, donc on l'enlève. Donc à chaque étape, on va avoir une classe en moins, et on va pouvoir du coup, à la fin, se retrouver avec nos 3 molécules qui étaient difficiles à discriminer. Donc le Lotader abus, et puis le Lotril AM et le Lotader AM. Et là, on voit qu'au niveau discrimination, on est plutôt bon. Donc sur les mêmes tests que tout à l'heure,
On va pouvoir, j'ai sauté une étape. Ouais. On va pouvoir donc, tout comme l'approche classique, bien prédire l'éthylène et le lotrilabus. Le souci, par contre, qu'on va se retrouver avec cette approche-là, c'est que on voit la transition que dans le premier modèle, parce que cette partie-là est déjà discriminée, donc on ne va pas la rediscriminer dans la suite. Donc c'est un peu le souci qu'on avait dans cette approche-là, c'est que la transition, on ne peut pas la suivre jusqu'au bout. Par contre, en termes de performance, si vous voyez donc le lotadaire abus qu'on n'arrivait pas bien à discriminer, ici on le détecte très bien en fin de transition. Donc là on voit vraiment bien la transition du lotrilabus. Et par contre au niveau du lotadaire abus on discrimine bien, mais de nouveau comme on est hiérarchique on ne peut pas bien suivre la transition. Donc les conclusions. Donc là, j'ai fait un petit tableau pour faire un petit récapitulatif en fait des avantages et des inconvénients des trois approches. Même si j'ai pas présenté l'approche 1 versus tous, parce qu'au final, en termes de performance, elle n'était pas aussi bonne que la hiérarchique. Donc on a voilà la rapidité de mise en place du ou des modèles sur le classique, c'est assez rapide parce qu'on fait un modèle pour toutes nos classes. Sur l'hiérarchique, c'est lent parce que il va falloir optimiser chaque modèle, savoir quel est l'ordre de l'hiérarchie qu'on va vouloir appliquer. Et pour le 1 versus tous, c'est plutôt intermédiaire. En termes d'optimisation, c'est vrai que le hiérarchique et le 1 versus tous permettent de vraiment optimiser de façon indépendante. Pour les classes difficiles, on est plutôt meilleur en hiérarchique. Le 1 versus tous reste toujours un peu intermédiaire. Et par contre, pour la visualisation des transitions, on est bon en classique et en 1 versus tous, mais par contre, en hiérarchique, c'est pas vraiment adapté. Donc juste voilà quelques mots pour aller plus loin parce qu'on n'a pas fini en fait de continuer cette étude-là. Donc on a pensé à pouvoir donc utiliser donc une nouvelle approche qui combine un peu l'approche 1 versus tous de l'approche hiérarchique, qui serait par exemple de faire l'acrylate de butyl versus toutes les autres molécules, l'acrylate de méthyle versus toutes les autres molécules, et après faire du hiérarchique et essayer de discriminer les acrylates de butyl dans les acrylates de butyl les lotadaires des lotriles, etc. Et une autre idée qu'on a eue aussi, c'est que les différentes molécules ont quand même beaucoup de chimie en commun. Donc ce serait de ne pas se contenter d'avoir que des 0 et des 1 dans la PLS-DA, mais mettre par exemple des 0,5, etc. Voilà, merci pour votre attention. Très bien. Merci pour cette présentation. On a tout de suite une question. Oui, donc Jordan, j'ai une petite question. Deux petites en fait. D'abord sur la PLS-DA, si j'ai bien compris, tu appliques juste un seuil ensuite sur la prédiction 0,1. Oui. Vous ne faites pas une analyse discriminante classique avec attribution de degrés d'appartenance dans l'espace des classes? Oui, ça pourrait. Là, c'est que en fait, ça fonctionne très bien de cette façon-là, parce qu'en fait. Très bien. Il y a deux classes. À un moment, il y avait justement deux classes qui étaient au-dessus du seuil. Tu disais, on les sépare pas. Mais si tu avais une règle de décision. Oui. Alors en fait, j'ai regardé aussi les probabilités d'appartenance, etc. Et ça fonctionne pas mieux. D'accord. C'est ça. Et une autre question plus technique, c'est quand tu fais de la discrimination hiérarchisée comme ça, comment est-ce que tu fais ta validation croisée? Est-ce que tu l'as fait pour chaque étage ou est-ce que tu l'as fait sur l'ensemble? Parce que finalement, la détermination à chaque étage de la classe que l'on doit discriminer fait partie de l'étape de modélisation. Alors je fais une validation croisée à chaque étage, oui, puisque ce sont des modèles qui sont indépendants. Parce qu'il faudrait faire une validation croisée de l'ensemble du processus en remettant un échantillon dans l'ensemble du processus. Pour vraiment faire ta validation croisée complète du processus. Ouais. Ok. Ouais. C'est une difficulté, hein. J'ai déjà essayé, avec vous d'ailleurs, de faire ça. Hein. Et c'est une difficulté sur laquelle j'étais tombé. Je voulais savoir si tu avais trouvé une solution. Non. Okay. Mais bon, c'est vrai que là, on se retrouve vraiment avec de très bons résultats en test, donc on ne s'est pas posé la question d'essayer peut-être de faire effectivement de l'approche. Et quand tu feras avec les 0,5, ça m'intéressera de voir un petit peu comment tu gères les matrices de confusion. C'est l'idée qu'on a eue parce qu'effectivement, les molécules sont très proches chimiquement et on s'est dit peut-être que c'est ça le problème qu'on avait eu. Pour discriminer 0 et 1, c'est assez extrême, alors qu'on a peut-être des intermédiaires qui permettraient donc d'avoir un meilleur modèle. Ça m'intéressera de voir un petit peu de manière pratique ce que ça donne. Voilà. Merci. Merci. Une dernière et on passe au conférencier suivant. Vous avez pensé d'utiliser la modélisation pour classe, the class modeling approach, like Simca. I have experience in the same field.
and I think it's much straightforward, and you may avoid a lot of trouble that you may have when you do discrimination with multi-class, because you can have a masking effect, you can have, several drawbacks. And if you model each class independently, as you do with the class modeling approach, and Simca is one of these, okay. is... I tried Simca. The problem was that the variability we had in calibration was too low, and it didn't work on the tests when we applied the transition. It didn't work, and I think because, as Safia showed, there are a lot of different grades for the Lotadère and Lotril, and different concentrations. So I think the problem was that we didn't have all the variability. And when you are doing a PCA for the Simca model on the class, the problem is that if you have too few samples, you are not modeling the whole variability of your class, and it's not able to predict your test set. So I think we can try that with a better calibration set. Is it answering your question? Yeah? Okay. Oui. Okay. Thank Très you. bien, merci.